Bonjour Christian. Bonjour Edouard, comment allez-vous? Ça va et vous? Ouais, super. Christian Gaulier, économiste belge et directeur général de Toulouse School of Economics. Il a participé au 4e et 5e rapport du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, auteur de nombreux articles et livres sur le risque et l'analyse coût-bénéfice. Ses travaux visent à concilier économie et écologie en évaluant les risques sur les coûts et les bénéfices des politiques environnementales. Son travail et son engagement font de lui une source d'inspiration pour les chercheurs, les décideurs politiques et la société dans son ensemble. Bienvenue dans le déclic. Christian, quel a été votre déclic en écologie? Difficile à répondre à cette question. Deux choses. Quand j'étais petit, mon grand-père était abonné au Reader's Digest et je me souviens, il m'avait acheté un atlas et dans cet atlas, il parlait du rapport du Club de Rome et des courbes exponentielles de la population, l'épuisement des ressources. Et ça m'avait pas mal marqué. J'avais 12-13 ans. Et puis, beaucoup plus tard, en fait, moi, je suis un spécialiste d'économie de la décision, de théorie de la décision, comment on prend des décisions dans l'incertitude. On y reviendra un petit peu. Et effectivement, très rapidement, j'ai réalisé que le sujet climatique était un superbe domaine de jeu, en quelque sorte, sur les problèmes de décision d'incertitude, parce que l'incertitude sur la transition, sur les coûts de la transition, sur les dommages si on ne fait rien, sont absolument gigantesques et devraient déterminer beaucoup de ce qu'on devrait faire face à cette incertitude. Donc on va faire un petit tour d'horizon, Christian, si vous en êtes d'accord, avec 4-5 questions. Enfant, qu'est-ce que vous rêviez de devenir? Un ingénieur. Je voulais devenir ingénieur. Mon père m'avait beaucoup intéressé très jeune. Lui-même était un actuaire en Belgique et il s'intéressait aux problématiques de soutenabilité du système de retraite par répartition dans ce pays-là. Et donc, voilà, j'avais une sensibilité aux problématiques de long terme, mais je voyais bien que, il y avait des sujets sur ingénierie, technologie, sauver l'humanité. Donc voilà, cette combinaison des choses m'avait laissé penser que j'avais envie de travailler dans ces problématiques de soutenabilité. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier geste écologique? Celui qui est le plus déterminant, c'est celui que j'ai fait le plus récemment, en fait. J'ai abandonné ma voiture et j'utilise mon vélo électrique pour aller au bureau. Ça me fait 40 km aller-retour. Ça, c'est vraiment quelque chose. D'accord. Ok. Est-ce qu'à contrario, vous avez un péché? J'habite Toulouse, je dois souvent venir à Paris et le plus simple pour moi, c'est pour garder une vie de famille encore à Toulouse, c'est de prendre l'avion. donc c'est un gros péché. Il n'y a pas encore de TGV à Toulouse, donc ça met beaucoup de temps pour faire l'aller-retour dans la journée, Paris-Toulouse, Toulouse-Paris, pardon. C'est compliqué, mais je vois bien que c'est un problème. Et puis je dois aussi parfois, pour mon métier, aller aux États-Unis. Et là, il n'y a pas tant de solutions, c'est l'avion. Même si le développement des visioconférences permet de réduire les déplacements. Voilà. Est-ce qu'il y a une loi, une invention, quelque chose dont vous seriez le père aujourd'hui, qui vous a marqué en écologie? Écoutez, moi j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup de gouvernements à travers le monde pour essayer que ces gouvernements, quand ils évaluent leur politique publique, tiennent mieux en compte les dimensions à très long terme de leur politique. Et donc j'ai réussi en France, en particulier en 2011, dans un rapport que j'ai remis au Premier ministre à l'époque, de faire baisser, c'est un peu technique, de faire baisser le taux d'actualisation, qui est l'intensité à laquelle on pénalise les bénéfices de nos actions présentes, parce que ces bénéfices se matérialisent dans un temps très long. Et donc, en fait, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, grâce à mon rapport, et puis d'autres collègues qui ont contribué à la rédaction de ce rapport, dont j'ai présidé la rédaction, aujourd'hui en France, on tient beaucoup plus en compte le très long terme des décisions politiques que ce qu'on faisait il y a 15 ans ou 20 ans. En France, en Angleterre, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Norvège, aux Pays-Bas, j'ai pas mal interagi avec les décideurs publics pour conduire à ce que, opérationnellement, dans les évaluations des politiques publiques, on tienne mieux en compte le très long terme. Et c'est en train de, en particulier aux États-Unis, jusqu'à récemment, le taux d'actualisation était 7%, ils proposent de le baisser à 1,7%. On a encore quelques jours pour remettre des commentaires au niveau de la Maison-Blanche pour que cette opération soit validée. Donc j'y travaille pas mal. Est-ce qu'il y a un accomplissement dans votre carrière, un moment dont vous êtes particulièrement fier?
Oh, beaucoup de choses parce que j'ai eu la chance d'avoir une carrière jusqu'à maintenant, je n'ai pas fini, très diversifiée. J'ai à la fois des résultats scientifiques qui sont, par mes indices de citation, par mes publications bien reconnues, avec des papiers qui ont beaucoup de visibilité, qui ont été utiles notamment pour ce que je viens de vous dire, le sujet d'évaluation des politiques publiques ayant une dimension de soutenabilité, mais aussi ça, vous voyez, en fait, ce qui est intéressant dans ma carrière, c'est que je couvre l'ensemble de l'éventail de la tour d'ivoire la plus pure, avec des modèles mathématiques hyper sophistiqués, imbitables, et que je ne vous raconterai pas, et en même temps que je rencontre des grands chefs d'entreprise et des décideurs politiques pour concrètement faire en sorte qu'aujourd'hui, notre société, les individus, les entreprises, les décideurs publics intègrent dans leur processus de décision la dimension à très long terme. Et justement, Christian, tout de suite, quelles sont les urgences à traiter ? Est-ce que vous pourriez en définir 3 ? Non, il y en a. Écoutez, moi, mon domaine de spécialité aujourd'hui, depuis 20 ans, c'est le problème du changement climatique. Donc, et clairement, c'est un poncif maintenant. On en parle tous les jours dans la presse. C'est effectivement, depuis 30 ans, on sait qu'émettre du CO2 va engendrer des tas de problèmes pour les générations futures. Ça fait 30 ans qu'on le sait. Certains disent depuis 50 ans, mais depuis 30 ans, c'est les conférences de Rio 1992. Où au niveau politique mondial, il y a une prise de conscience, il y a une affirmation d'une volonté de faire quelque chose. Et vous savez quoi ? En 30 ans, on a augmenté de 50% l'émission mondiale de CO2. On aurait dû appuyer sur un pédale de frein dès ce moment-là, et en fait, on a appuyé sur un pédale d'accélérateur. Est-ce que c'est lié à l'augmentation de la population au niveau mondial ? Certainement. C'est aussi le fait que vous avez, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, 1 milliard, je ne sais plus combien maintenant, de Chinois qui sont sortis d'une pauvreté terrible et qui sont dans un chemin de prospérité extraordinaire. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore découper la problématique de prospérité de la problématique de réduction des émissions de CO2. Donc oui, je vous ai donné donc qu'un seul péril. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vous donne par exemple l'exemple de la biodiversité. La biodiversité, aujourd'hui, c'est un sujet extraordinaire. La perte des insectes, perte des oiseaux. Nous sommes assis sur une pyramide de biodiversité sur laquelle dont notre vie dépend. Et on l'a depuis un certain nombre d'années par des pesticides, par nos modes de vie, par nos modes de production. On a atteint ces équilibres des écosystèmes qui fait que demain, on ne sait pas de quoi sera fait l'environnement. Nous sommes dans un monde extrêmement fragile. Donc c'est une autre dimension. Elle est beaucoup plus compliquée que le changement climatique, parce que le changement climatique, on sait mesurer la quantité de CO2 émis, de méthane, etc. Mais la biodiversité, comment vous mesurez la perte de biodiversité et comment vous mesurez l'impact de cette perte de biodiversité sur le bien-être ? Quand on fait ce constat, est-ce que vous comprenez la radicalité, quelque part, des jeunes générations aujourd'hui, des étudiants ? Oui, non, ils ont raison. Ma génération en particulier porte une lourde responsabilité, et nous avons ma génération a émis la période de vie de ma génération depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. On a émis l'essentiel du CO2, l'augmentation de CO2 contenue dans l'atmosphère. C'est essentiellement depuis les années 60 que l'accélération s'est faite. Donc la responsabilité est sévère. On vit dans une société qui est effectivement qui est devenue extrêmement tendue socialement, parce qu'autant on a un consensus sur le fait que nous avons une responsabilité, nous les êtres humains, sur les émissions, sur le changement climatique, mais en même temps, nous n'avons aucun consensus. Il n'y a absolument aucun consensus sur comment faire pour transformer la société, pour faire en sorte que cette société soit capable de répondre à ses responsabilités envers les générations justement, futures. Quand on a des étudiants qui refusent d'aller travailler chez Areva, chez EDF, chez Engie, qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement nos sociétés continuent à trouver des jeunes avec des têtes bien formées ? Comment on peut pallier cette problématique ? Alors,
du gaz naturel, du pétrole, on va en avoir besoin encore pendant quelques années, disons une vingtaine d'années. Donc vous voyez bien, on ne peut pas aujourd'hui décider de ne plus consommer de pétrole et de ne plus consommer de gaz naturel. Vous voyez bien ce qui s'est passé en 2022 avec la crise énergétique. On réduit un petit peu le gaz naturel en Europe, pouf, les prix du gaz naturel sont multipliés par 10. Donc les gens ont besoin de gaz naturel et ça s'est bien exprimé lors de cette crise et qui n'est d'ailleurs pas finie. Donc on ne peut pas dire non plus... on arrête tout de suite. Il y a un chemin, il y a un chemin qui est compliqué, il y a un chemin incertain, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si on va pouvoir stocker l'électricité quand on n'a pas de soleil ou pas de vent et qu'on a un mix électrique 100% renouvelable. On ne sait pas comment on va remplacer les avions. Je viens de Toulouse, les avions qui consomment du kérosène qui représentent 4-5% des émissions mondiales de CO2. Comment est-ce qu'on pourra immédiatement, on n'a pas de solution. Il faut au contraire, il faut investir dans la technologie. Il faut que ces ingénieurs sortis de nos grandes écoles rentrent dans les laboratoires de recherche qui cherchent les solutions pour la transition énergétique. Mais justement, vous dites qu'il ne faut pas empêcher les financements dans les énergies fossiles. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose pour vous qui est immédiatement inévitable ? Je veux dire, à nouveau, l'illustration de 2022 est nette, quoi. On va tout simplement, on va rien demander aux consommateurs, on va juste demander aux compagnies pétrolières de réduire leur offre. Ça donne la crise de 2022. La crise de 2022, on se l'est pas imposée à nous-mêmes. C'est la guerre en Ukraine qui se l'est. Est-ce qu'on a envie de s'imposer à nous-mêmes cette crise énergétique supplémentaire, avec comme résultat que, regardez les profits des compagnies pétrolières en 2022, ils sont faramineux. Donc la baisse de l'offre fait monter les prix de l'énergie et permet aux actionnaires des compagnies pétrolières de s'en mettre plein la poche. Mais justement, dans la mesure où ces profits sont très importants, est-ce qu'on ne peut pas imposer à ces compagnies d'accélérer la recherche pour travailler demain sur de nouvelles énergies avec je pense que les Total Energy, Engie, BP, Shell et quelques autres, elles sont bien conscientes que si elles ne se transforment pas dans les 20 prochaines années, elles n'existeront plus. Mais est-ce qu'elles le font suffisamment d'après vous ? 2030, l'objectif européen, c'est moins 55% des émissions par rapport à 1990. On a fait, grosso modo, 25%. Donc, et vous pensez qu'on va y arriver ? En 30 ans, il nous reste à faire en 7 ans la même distance, en plus de la même distance, en seulement 7 ans. Donc c'est super chaud, c'est le cas de le dire. Et les compagnies pétrolières, elles vont perdre beaucoup si, en même temps, elles n'investissent pas dans les énergies renouvelables. C'est ce qu'elles font. Total Energy est un des leaders mondiaux de l'investissement dans les énergies vertes. La taxe carbone, Christian, pour venir sur ce sujet, vous proposiez justement de la multiplier par 3. Quand vous émettez du CO2, parce que vous prenez votre voiture, parce que vous partez en vacances, ou parce que vous prenez l'avion, parce que vous allez à un boulot, à une conférence de l'autre côté de la planète, vous allez avoir des coûts et des bénéfices, vous payez votre billet, vous payez votre essence, vous vous transportez à une vitesse plus rapide que si vous utilisez des transports en commun, pour le cas de la voiture. Donc il y a des coûts et des bénéfices privés. Mais il y a aussi un coût, un sacrifice public qui est tous les dommages engendrés par le CO2 que vous allez émettre. Et ça, les gens ne sont pas incités à intégrer dans leurs décisions ce dommage à autrui engendré par ces comportements de pollution. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens intègrent cette dimension dans leurs décisions. Et la meilleure façon de faire intégrer cette dimension, c'est de les faire payer pour les dommages qu'ils engendrent. Application du principe pollueur-payeur. D'accord ? Ni plus ni moins. Bon. Donc, en intégrant ce coût des dommages, vous allez nécessairement inciter les gens à polluer moins, utiliser moins le transport aérien, d'utiliser leur vélo quand ils peuvent, plutôt que la voiture, etc., etc. Et il faut bien se rendre compte, et ça les Français n'ont pas vraiment en tête, les prix influencent nos comportements, les prix influencent nos modes de vie, les prix influencent nos modes de production. Je vais vous donner juste un exemple. Aux États-Unis, l'essence à la pompe, depuis 30 ans, coûte 2 fois moins cher qu'en Europe. Et regardez la différence. Aux États-Unis, les voitures sont des grosses SUV, des voitures beaucoup plus lourdes, beaucoup moins efficaces énergétiquement par rapport à l'Europe.
c'est parce qu'aux États-Unis, ça ne coûte rien l'énergie. J'étais encore il y a 3 semaines à Chicago. Eh bien, je veux dire, vous avez des terrasses ouvertes à tous les vents avec des chaufferettes. Il y a énormément d'incohérences. Immédiate de la chaleur. Ça n'a aucun sens, mais parce que l'énergie est beaucoup moins chère. Donc, les prix influencent nos comportements. Et donc, l'idée, c'est d'agir sur les prix pour que nos comportements les faire évoluer. Voilà. En mars dernier, le GIEC a sorti un 6e rapport que vous avez qualifié d'indigent. C'est un peu fort. Et surtout, est-ce qu'un expert du GIEC peut lui-même critiquer le GIEC? Parce que... Oui, je suis un scientifique, hein, donc je critique tout ce que je veux, même mes propres papiers. Je n'ai pas de souci là-dessus. La science évolue, les connaissances progressent, et ce qui était une vérité scientifique il y a 10 ans n'est plus nécessairement... Aujourd'hui, je ne critique absolument pas. Mais qu'est-ce que vous qualifiez d'indigent? Ce qui est problématique avec le GIEC a une énorme utilité, c'est d'agréger des informations à un moment donné et la transmettre aux politiques. Ce qui me pose problème dans le GIEC, et j'ai été lead auteur des 4e et 5e rapports, mais j'ai refusé de participer au 6e rapport, parce que d'abord ça prend un temps énorme de participer à ces réunions pendant 6-7 ans. Hein. Mais surtout, le GIEC a une volonté, c'est une institution qui émane des Nations Unies, et les Nations Unies ont obligé cette institution scientifique à ne pas être prescriptif, c'est-à-dire à ne pas donner des recommandations de politique de transition. Et ça, moi, en tant qu'économiste, Édouard, ça me pose un problème. En tant qu'économiste, je regarde les problématiques et avec nos modèles économiques, on fait des prescriptions. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, on ne s'y retrouve plus, on ne sait plus qui écouter, qui croire? Oui, tout à fait, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de consensus sur la façon d'agir. Il y a un consensus sur le problème. Il y a zéro consensus sur la façon d'agir. Entre les décroissantistes et les techno-optimistes, il y a un océan de différence. Pour les uns, il faut tout de suite réduire la consommation, je ne sais pas combien de pourcents, 20, 30, 40%. Et chez les techno-optimistes, il suffit d'attendre que les technologies progressent pour décarboner sans coût. La réalité, c'est que tout ça va être très coûteux. Et la problématique, c'est qui va payer. Aujourd'hui, on est le continent qui pollue le moins. Quel rôle on peut avoir au niveau mondial? Par habitant, l'Afrique pollue beaucoup moins que l'Europe. Hein. On est le seul continent, effectivement, de la planète à avoir réduit nos émissions par rapport à 1990. Les États-Unis ont augmenté. La Chine, évidemment, a décuplé ses émissions de CO2. Nous sommes la seule région du monde à avoir baissé nos émissions. Mais ça a été un coût important. La désindustrialisation de l'Europe, hein, c'est parce que les consommateurs européens sont allés acheter des produits en Chine et au Brésil plutôt que de les... Mais pour ceux Christian, qui nous écoutent au quotidien, justement, est-ce que c'est bien audible tous ces efforts alors que nos autres voisins dans les autres continents sont justement, eux, beaucoup plus pollueurs? Oui, il y a un problème moral, il y a un problème de coordination de l'effort de lutte contre le changement climatique. Mais ça, si vous voulez, c'est toujours le même problème. Si chacun attend que l'autre fasse les efforts avant de s'y mettre lui-même, on n'y arrivera jamais. Hein, donc il faut se bouger. Et c'est vrai que c'est très coûteux. Mais ayons bien en tête que si on ne fait rien, les coûts pour les générations futures seront beaucoup plus importants que les coûts de la transition qu'il faudrait mettre en œuvre aujourd'hui. Est-ce qu'il faut sortir de la transition écologique? Écoutez, non, il faudra le faire. Hein. Il faut absolument. D'abord, il faudra le faire. Vous l'avez compris tout à l'heure, de façon graduelle. Il faut pas. Pour rester en dessous de 2 degrés, on a encore une quinzaine d'années, pour aller réduire de 55% en 2030, c'est déjà difficile, mais on peut aller puiser dans différentes choses, la sobriété, la décarbonation totale du mix électrique européen. Je vous rappelle qu'en Allemagne, par exemple, encore 45% des kilowattheures produits en Allemagne sont produits avec du charbon, la pire des saloperies. Mais justement, Christian, est-ce que ça pourra se faire sans violence?
Est-ce que ça pourra se passer en Europe, oui. En Europe, on est déjà sur le chemin. Le pacte vert européen, qui est en cours de finalisation à Bruxelles, il intègre une tarification du carbone au niveau européen. Et pour l'ensemble des émissions de CO2. Le système européen couvrait déjà l'industrie et l'électricité. Demain, il couvrira aussi le transport, la mobilité. Quand vous irez acheter de l'essence à la pompe, vous payerez un prix du carbone. Quand vous achèterez du gaz naturel ou du fioul domestique pour vous chauffer, vous payerez aussi au niveau européen un prix du carbone. On parle de décroissance, Christian, et en même temps, Emmanuel Macron veut réindustrialiser la France. Le pire n'est jamais certain. C'est pas impossible. C'est pas impossible que pour atteindre zéro émission nette en 2050, qui est l'objectif européen, eh bien, il faille décroître parce qu'on n'aura pas trouvé des technologies qui nous permettent à un coût raisonnable d'atteindre cet objectif. La fameuse courbe où on rebasculera à partir de 2050 justement dans... Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un scénario possible. Nos scientifiques ne parviennent pas à trouver des solutions massives de stockage de l'électricité dans les périodes où on a beaucoup de soleil et beaucoup de vent pour pouvoir distribuer de l'électricité. Mais en attendant 2050, on va donc fermer des entreprises, des industries ? Non, parce qu'on ne doit pas être à zéro émission nette avant 2050. Donc, il y aura... je vais prendre un exemple très concret, l'aviation. Eh bien, le coût de ce kérosène décarboné, il sera 5 fois supérieur au prix du kérosène actuellement sur les marchés internationaux. Donc multiplié par 5, les coûts de transport dans l'aérien, ça voudra dire que les gens prendront plus beaucoup l'avion, parce que l'avion coûtera très cher. Mais quel est votre avis à vous, Christian, sur la décroissance, justement ? Comment on peut lier économie, écologie, notre objectif de 2050 ? C'est un prix du carbone. En mettant un prix sur le carbone, vous organisez la décroissance, mais spécifiquement sur les produits les plus carbonés. Il ne s'agit pas de décarboner des choses qui ne prennent pas. Donc on taxe les produits les plus carbonés au profit au prorata des émissions de CO2 qu'elles ont engendrées par leur production et leur consommation. Et puis, si les technologies de décarbonation n'arrivent pas à maturité, il faudra monter tellement le prix du carbone, la taxe carbone, que l'impact sur le pouvoir d'achat deviendra important. Et à ce moment-là, on aura une décroissance. Mais ce n'est pas certain. On aura peut-être aussi des solutions techniques au problème de décarbonation qui permettra de maintenir un prix du carbone faible et à ce moment-là, combiner prospérité et lutte contre les changements climatiques. Est-ce que ça ne va pas être trop discriminant ? Est-ce qu'on n'aura pas d'un côté les riches, de l'autre côté les pauvres, avec des gens qui pourront se permettre de payer justement des objets polluants, d'autres non ? Comment ça va se passer ? Ce n'est pas un sujet spécifique à la taxe carbone. En fait, la transition énergétique va nécessairement augmenter les prix des énergies. Parce que les alternatives aux produits pétroliers sont plus chères, en particulier quand on tient compte de l'intermittence des énergies renouvelables. Donc que ça soit une taxe carbone ou que ça soit des obligations d'électriciens à produire de l'électricité verte ou quoi qu'il arrive, il faudra transiter. Regardez le prix des voitures électriques, elles sont beaucoup plus chères ces voitures électriques que les voitures thermiques aujourd'hui. Vous voyez, tout ça fait qu'aujourd'hui, obliger les gens et les producteurs et les consommateurs à aller dans des modes décarbonés, ça va augmenter les coûts de l'énergie et il se fait qu'en Europe, la part du budget des ménages consacrés aux dépenses d'énergie est décroissante avec le revenu. C'est-à-dire que les ménages les plus riches, je vais faire l'inverse, les ménages les plus modestes consacrent une partie beaucoup plus importante de leur revenu aux dépenses d'énergie que les ménages les plus aisés. Et donc, quand vous augmentez ces prix d'énergie, vous augmentez les inégalités sociales. Mais il se fait, parce qu'il se fait, c'est un point important que je trouve qu'il est important de souligner, il se fait que la solution par la taxe carbone, elle permet d'engendrer un revenu fiscal que vous pouvez utiliser pour compenser les ménages les plus modestes. Donc vous pouvez manier lutte contre le changement climatique et lutte contre les inégalités à travers un système de tarification. Ce qui se fait dans les certificats d'économie d'énergie aussi, où on voit des aides justement fléchées pour les plus modestes. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir ?
Écoutez, c'est un petit peu les montagnes russes. Quand j'ai écrit mon livre « Le climat après la fin du mois » en 2019, c'était au milieu du mouvement des Gilets jaunes. J'étais très perturbé et très affecté par une volonté de ne pas faire de sacrifices. Il ne fallait pas qu'on fasse faire des sacrifices aux gens. Plus récemment, je suis plus optimiste. Pour différentes raisons, les jeunes se mobilisent sérieusement, même si je voudrais qu'ils adoptent un projet de société qui ne soit pas révolutionnaire, parce qu'on n'a pas besoin de faire la révolution pour atteindre les objectifs. Et en même temps, je vois qu'à Bruxelles, les 27 pays européens parviennent à se mettre d'accord sur non seulement une ambition importante, mais en même temps des outils de cette ambition. On est la seule région du monde aussi à mettre en place des outils de réduction d'émissions de CO2 qui sont crédibles face à l'objectif affiché. Ce qui n'est pas du tout vrai aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, vous avez entendu parler l'été dernier, l'Inflation Reduction Act, le Congrès américain s'est mis d'accord en août 2022 pour mettre en place des subventions aux efforts d'investissement, de recherche et développement pour que peut-être un jour, voilà exactement, pour que peut-être qu'un jour on réussisse à développer des technologies décarbonées peu coûteuses. En attendant, le consommateur et le ménage américain, il ne doit rien faire, il peut continuer à utiliser sa voiture, à acheter des passoires thermiques, etc., etc. Merci, Christian Grolier, d'avoir participé. Avec plaisir, Édouard. Merci.